Bienvenue dans cette vidéo sur les textures. Précédemment, on utilisait simplement une image qu'on collait sur une plane. Maintenant, on va voir comment donner du relief à nos images. On va en apprendre plus sur les normal maps, les displacement maps, les occlusion maps. On va voir aussi les bases du BSDF ici. On va faire le tour de tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et on va voir comment baker nos propres normal maps. La première étape va être d'aller dans les préférences chercher le Node Wrangler. Donc on vient dans Edit, Préférences, on peut écrire juste NO et on coche Node Wrangler. Maintenant on va aller sur un site télécharger nos textures. Cette fois-ci j'ai choisi cc0texture.com. Donc on peut venir ici, on clique sur la résolution qu'on veut. L'avantage contrairement à l'autre site, c'est que même les versions haute résolution sont gratuites sur celui-ci. Donc moi j'ai pris la 2K. Cette fois-ci on télécharge pas seulement la couleur, mais on va prendre les maps qui viennent avec. Celle-ci vient avec l'ambient occlusion, le displacement, le normal map et le roughness. On vient dans le shading en sélectionnant notre forme gauche et on va lui ajouter un matériel. On peut le faire directement ici. Et pour ajouter nos textures, c'est là que le add-on va être pratique. On peut maintenir CTRL, SHIFT et T. Maintenant, on vient chercher nos images. On les sélectionne toutes. Et on clique sur Principal Texture Setup. Automatiquement, le Node Wrangler nous a fait tout notre setup. On n'a pas eu à faire chacune des étapes de placer la base color, de la relier, de rajouter notre normal map entre la texture et le BSDF. Et le displacement, pour l'instant, il n'est pas activé. On va voir un peu plus loin comment l'activer parce que par défaut, il nous a placé les nodes, mais on va voir qu'il faut aller jouer dans les paramètres pour l'activer. Pour celle de droite, on va ajouter simplement l'image, donc le color. On vient dans New. Et en appuyant sur CTRL-T, automatiquement, on a notre mapping de base. Donc la coordonnée, le mapping et l'image. Tout ce qu'on a à faire, c'est de venir cliquer sur Open et d'aller chercher le color ici, qui est différencié par les lettres C ou L. Parfois, ça va être ALB pour albedo, mais vous pouvez utiliser les deux, ça va revenir au même. Le BSDF va automatiquement ajuster le shader qui va avec. Maintenant, si j'ai en mode rendu, on voit qu'il y a une énorme différence entre les deux. Celle de gauche est beaucoup plus réaliste que celle de droite. En passant la lumière par-dessus, on voit aussi que la façon dont elle réagit à la lumière est beaucoup plus réaliste. Sur celle de droite, c'est vraiment comme une image plane, comme une photo. Tandis que sur la gauche, on voit que chaque pierre réagit un peu différemment à la lumière. Je vais expliquer un peu plus loin la différence entre les différentes maps qu'on a importées. Je vais aussi montrer comment on peut les éditer ou en créer nous-mêmes. Mais tout d'abord, je vais vous montrer comment activer les displacement maps. La méthode va varier selon si on est en mode de rendu Eevee ou Cycle. Eevee, dans le fond, c'est un rendu en temps réel, tandis que Cycle est plus beau au final, mais prend plus de temps à être rendu. Par exemple, si on appuie sur F12 en Eevee, on voit que c'est presque instantané. Tandis que si je vais en cycle et que j'appuie sur F12, il faut que j'attende que ça calcule. Et plus je vais augmenter ma qualité de rendu, plus ça va être long. Mais le résultat final est souvent plus beau. Par contre, les deux sont compatibles, donc tout ce qu'on fait en Eevee peut fonctionner en cycle aussi. C'est juste que pour le displacement, on va le faire de manière différente avec un modifieur. Tandis qu'en cycle, on peut le faire directement avec la node. C'est-à-dire ici, là. Quand je parle de la node, je parle de la node displacement ici. Donc, la méthode qui fonctionne seulement en cycle, celle des nodes, c'est de venir dans Matériel, Setting, et ici, à Displacement Method, on va cocher Displacement and Bump. Et on voit qu'il n'y a eu aucune différence parce que le displacement, ce qu'il va faire, lui, il va utiliser la géométrie de notre forme et il va carrément la modifier. Pour fonctionner, elle a besoin de plus de faces. Donc on va venir en modélisation. On peut faire clic droit, Subdivide.
et on va lui ajouter des coupes. Plus on va en mettre, plus ça va être précis. Mais plus le rendu va être lent. Maintenant, si je viens en layout, en mode rendu, on voit que notre modèle a été modifié. Pour l'instant, il y a un problème parce que la force est trop grande. Donc, on va venir le modifier ici, dans notre shading. Ici, on va réduire plus près du 0. On voit que quand on se promène en cycle, il y a un délai. Il y a beaucoup plus de calculs à faire et j'entends mon laptop qui commence à chauffer. Mais maintenant, chaque pierre va avoir une différence de hauteur. Maintenant, comme je disais plus tôt, le mode Eevee est compatible. C'est juste qu'il ne le fera pas. Donc si je viens à Eevee, je reviens avec une face plate. On peut cliquer de la 3e à la 4e. Sûrement quelque chose qui va être réglé dans les prochaines versions. Et pour appliquer le displacement en mode Eevee, on va devoir passer par un modifieur. Donc on va venir dans nos modifieurs et on va ajouter Displace. Maintenant on doit ajouter une nouvelle texture. On ouvre notre image, DISP. On voit qu'il était déjà dessus, l'effet est déjà là. Et pour le modifier, on va passer par ici. On a les mêmes choses qu'on avait ici. Maintenant, sont là. Donc, je peux descendre la force à 0.2. Je peux même faire un smooth. Le gros avantage des maps par rapport au scroll bar, c'est qu'une scroll bar, elle, peut aller seulement de façon uniforme. Donc, si je mets 0.5, ça va appliquer 0.5 à toute ma plane. Tandis que avec une map, par exemple ici, généralement le noir est représenté par 0 et le blanc par 1. Donc, partout où c'est blanc, je vais avoir du 1. Partout où c'est gris, je vais avoir du 0.5 jusqu'à 0 pour le noir. Ce qui me permet d'avoir des variations dans mon image. On ne pourrait pas arriver au même résultat simplement en bougeant du scroll bar de gauche à droite, parce que ça va être uniforme sur toute l'image. Avant de passer à la description des différentes scroll bars et maps, les plus observateurs ont remarqué que l'ambient occlusion n'a pas été ajouté par défaut. Ça va peut-être venir dans une prochaine version, mais pour l'instant, il faut le faire manuellement. Donc pour ce faire, étant donné que l'ambient occlusion vient elle aussi se connecter dans le base color, on va devoir utiliser un mix node pour mélanger notre base color avec notre ambient occlusion. Donc on va commencer par ici le mix RGB qui va mixer RGB pour red, green, blue. On va le mettre à overlay qui va nous permettre de renforcer les noirs et les blancs. Et maintenant on va ajouter notre texture, notre image d'ambient occlusion. On vient l'ouvrir à haut. On connecte sa couleur dans la couleur 1. Entre les deux, on va ajouter une color ramp qui va nous permettre de jouer sur le niveau de noir et de blanc qu'on veut. On va connecter notre image dans notre couleur 2. Donc on veut mixer les deux ensemble ici. On peut enlever la connexion. Pour choisir le facteur de mélange, on va utiliser le alpha de notre ambient occlusion. On va voir plus tard dans la vidéo sur les nodes plus en détail. Pour l'instant, je vais juste vous montrer la façon de faire. Et la sortie dans notre base color. Maintenant, on voit que si je bouge ma noirceur ici, on voit l'effet. Dans le fond, ça contrôle la noirceur dans les cracks de mon objet. Donc, grâce au color ramp, je peux ajuster. Maintenant, pour la description des différentes maps, on va revenir à un cube de base et on va passer au travers des principales scroll bars qu'on a ici dans notre BSDF. Pour commencer, on a le base color. Nous, on connectait directement une image ici, mais on pourrait venir choisir une couleur directement. Il ne faut pas oublier de changer de mode. On peut choisir ici si on veut une couleur plus sombre.
On peut utiliser la pipelette aussi pour aller sélectionner une couleur qui existe déjà dans notre scène. Le A pour alpha. En hexadécimal, on pourrait entrer une valeur ici. En rouge, vert, bleu, on peut entrer la couleur, la quantité de rouge qu'on veut, la quantité de vert. Par exemple, si je mets 1, je vais aller au maximum. Si je mets 1, je vais au maximum. Et si je mets 1, je vais au maximum. Donc, quand on mélange les trois au maximum, ça nous donne du blanc. Et si on met les trois à 0, ça va nous donner du noir. C'est une chose à retenir. Souvent, le 0 pour le noir, le 1 pour le blanc. Quand on va arriver dans les vidéos sur le node éditeur, ça va être une chose vraiment importante parce que c'est avec ces chiffres-là qu'on va pouvoir avoir des résultats sur nos couleurs. Juste en dessous, on a le subsurface qui nous permet d'acheter une deuxième couleur sous notre couleur. Par exemple, si je mets du rouge, plus je vais avancer vers le 1, plus on va commencer à voir la couleur qui est en dessous de mon bleu. En dessous, on a le métallique, 0 pour les objets qui sont non métalliques et 1 pour tout ce qui est du métal. 99% des objets vont être soit à 0, soit à 1. Il y a juste quelques semi-conducteurs qui vont se trouver entre les deux. Mais généralement, on va le laisser soit à 0 pour les objets qui sont dits diélectriques et à 1 pour les objets métalliques. Le spécular va nous permettre de contrôler la réflexion de la lumière sur notre objet. Plus on le met élevé, plus il va refléter. Et on voit ici qu'il est plus sombre. Pour avoir le chiffre réaliste, on va l'utiliser conjointement avec le IOR, qu'on voit un peu plus bas, qui est l'indice de réfraction. Quand on regarde un objet, on a certains reflets qui est déformé à l'intérieur. C'est ce que le IOR contrôle. Pour avoir le chiffre réel, on peut faire une simple recherche sur Internet et on peut trouver le IOR de chaque objet. Une fois qu'on a l'indice IOR, on peut faire le calcul suivant, IOR moins 1 divisé par IOR plus 1, le résultat au carré, divisé par 0.08. Par exemple, ici, pour l'eau qui a un IOR de 1.33, on va mettre un spécular à 0.25. Le specular teint, lui, va affecter la couleur du reflet par rapport à la base color. Normalement, on l'utilise seulement pour les objets en métal, parce qu'étant donné que le métal absorbe la lumière, un objet en or va avoir des reflets dorés. Mais pour tout ce qui est diélectrique, le reflet n'a pas de couleur, donc on va le laisser à 0. Le roughness va ajouter du reflet à notre objet. Par exemple, si je veux un effet miroir, je vais le mettre à 0. Et notre objet va être considéré comme un objet lisse. On voit ici à gauche, un objet lisse va refléter la lumière au complet, tandis qu'à droite, un objet plus rough va dévier la lumière, donc on a moins de reflets, plus le roughness est élevé. L'anisotropique, lui, va être rarement utilisé, c'est pour dévier un reflet. Par exemple, dans le fond d'une poêle, on pourrait vouloir le dévier en forme de cercle. Le sheen, lui, va être utilisé pour l'éclairage sur des vêtements. On va voir un peu plus loin dans une vidéo sur le sujet. Le clear coat pour ajouter du vernis. On peut lui mettre une roughness différente. Transmission, lui, va servir à définir l'opacité du verre. Par exemple, si je mets mon roughness à 0, avec une transmission à 0, mon verre est opaque, mais plus j'avance vers le 1, on le voit davantage si je mets ma couleur au blanc. Plus j'approche du 1, plus j'approche du vert, et plus j'approche du 0, plus ça devient opaque. Ça fait beaucoup d'options à retenir, mais dites-vous que les 6 ici, on va les utiliser très rarement. On remarque que tous les scroll bars ont un point gris qui me permet de les relier à une map. Donc, je pourrais avoir par exemple une map métallique qui va me dire quel endroit sur mon objet contiennent du métal et quel endroit n'en contiennent pas. Par exemple, si j'avais de la saleté ou de la rouille par-dessus mon objet. La normal map, elle, va nous permettre de simuler d'avoir plus de géométrie que ce qu'on a en réalité sur un objet. Donc, c'est très utilisé en jeu vidéo, ça nous permet de réduire le nombre de polygones. Et la meilleure façon de le comprendre, c'est avec un exemple. Donc, je vais créer deux objets et on va appliquer la normal map du premier sur le deuxième, à l'aide de ce qu'on appelle le baking. Première étape pour faire le baking, on doit être en mode cycle. Donc le but va être d'appliquer une normal map sur notre objet de droite pour simuler qu'il est comme notre objet de gauche. Pour y arriver, nos normales vont dévier la lumière comme s'ils étaient en angle comme sur la forme de gauche.
créant l'illusion que l'objet a plus de faces que ce qu'il a en réalité. Donc la prochaine étape est de faire un UV mapping de notre forme low poly. Étant donné qu'ici on a pris le cube par défaut, on a déjà un UV mapping de fait. On doit placer notre objet avec le moins de polygones par-dessus l'autre pour l'englober idéalement, ou on pourra utiliser une cage aussi qui est une autre méthode. Donc pour l'instant, je vais simplement le remettre par-dessus l'autre étant donné qu'ils sont la même taille, mais que mes modifications sont vers l'intérieur, ça ne posera pas de problème. C'est toutes des étapes simples, mais il y en a quand même beaucoup, donc n'hésitez pas à revenir voir la vidéo quand vous aurez besoin d'en faire une et de suivre les étapes une à une. Vous pouvez maintenant aller dans Shading. Sur le low polygone, on va ajouter une image texture. C'est là-dedans qu'on va envoyer notre normal map. Donc on fait New. On peut l'appeler normal. On choisit sa résolution, on décoche la case alpha et on fait OK. Maintenant, il faut choisir en premier notre objet low polygone. Ensuite, on peut faire une sélection pour sélectionner l'autre aussi. Il faut s'assurer d'avoir cliqué sur notre objet ici normal aussi, pour dire à Blender c'est vraiment ici que je veux l'envoyer. Maintenant, on vient dans Bake. On vient cliquer sur Select ou Active. Dans le fond, on lui dit prends nos cubes, notre sélection, et envoie-le dans notre actif, qui est notre node normale ici. On voit qu'elle est encerclée en blanc pour nous dire qu'elle est active. Margin, on peut mettre à 0, étant donné qu'on a une résolution de 1024, ça ne sera pas un problème. Mais avec une résolution plus basse, il peut arriver que notre image déborde entre deux parties qui seraient collées sur notre UV. Donc pour éviter ça, on peut mettre un margin et on est certain que l'image ne va pas déborder d'une partie à l'autre dans notre UV. Bake type normal. Puis on peut cliquer sur Bake. On voit que notre UV est apparu à gauche. Pour la relier, on ajoute un node Normal Map. Ici dans Color, il ne faut pas oublier Non Color Data. Et on relie à normal. Maintenant, si on revient en Layout et qu'on sépare nos deux objets, on voit que mon objet de droite, qui est mon low poly, tente d'imiter l'objet de gauche, mais en gardant seulement 6 faces. Et comme notre node est relié dans normal, le base color est toujours disponible. Rien ne nous empêche de venir choisir une couleur ici ou de relier une node avec une image. Maintenant, supposons qu'on avait un objet un peu plus complexe et qu'on retentait la même méthode. On voit qu'ici, on a un problème. Tout est devenu jaune parce que notre forme dépasse de notre low poly, donc il ne peut pas la capter. Les rayons sont envoyés seulement à l'intérieur de notre low poly. Pour régler ça, on a deux façons. On peut soit jouer avec le ray distance et l'augmenter. On voit ici que plus on l'augmente, plus on enlève de jaune. Donc on peut jouer jusqu'à arriver à tout capter. On aurait simplement pu aussi scaler notre low poly pour qu'il englobe notre high poly. Mais dans certaines scènes, on ne voudra pas nécessairement agrandir nos objets. Donc dans ces cas-là, on peut utiliser la cage, qui consiste à créer un troisième objet basé sur notre low poly, mais plus grand, qui lui va envelopper notre high poly à sa place. Par exemple, si je prends mon low poly et que je fais Shift D, je peux le scaler jusqu'à ce qu'il soit assez grand. Je vais le renommer cage. Et comme j'ai fait un Shift D, on voit qu'il a le même matériel. Donc il a amené lui aussi la normal map de mon low poly. On pourrait l'enlever. Sauf que si je l'enlève, je vais l'enlever aussi dans mon low poly. Il faut faire attention. Parce que Shift D, les deux partagent le même matériel en ce moment. On voit ici dans matériel, il y a le chiffre 2 à côté. C'est pour nous indiquer que deux objets partagent le même.
Si je veux séparer les deux, j'ai simplement à cliquer sur le chiffre. Et maintenant, matériel 001 a été créé, donc il est indépendant de l'autre. Il est pareil, mais il est indépendant. Donc si je le modifie, par exemple, j'enlève ici et ici, j'ai pas affecté mon low poly. Si je n'avais pas été cliqué pour séparer les deux matériels, mon low poly aurait perdu ces nodes ici. Maintenant, pour utiliser la cage, je reviens dans mon low poly, dans Baking, et je viens cocher cage. Avec la pipelette, je sélectionne ma cage. On voit ici maintenant c'est écrit cage. Et maintenant, je peux cacher ma cage. Je resélectionne les deux. Et je fais Bake. Et ça a fonctionné. Sans avoir à rentrer de grandeur de rayon. Parce que ma cage, elle, est plus grande que mon high poly. Donc, c'est fié à ma cage plutôt qu'à mon low poly. On peut aussi faire une extrusion qui revient au même que le rayon. Si jamais on avait un objet qui dépasse notre cage, mais je vois pas vraiment pourquoi ça arriverait. Et quand c'est terminé, il ne faut pas oublier d'enregistrer notre normal map. Parce que si on ferme Blender et qu'on le réouvre, si on n'a rien sauvegardé, on va le perdre. Donc on peut venir ici dans UV Editing. On voit à côté de Image, il y a une étoile. Pour nous signifier qu'il y en a qui n'ont pas été enregistrés. On peut l'enregistrer ici, Save As. Et on voit ici que l'étoile est disparue. Ce fichier-là, on va pouvoir l'utiliser aussi dans le démoteur de jeu pour aller chercher notre normal map. On va tout simplement lui indiquer le chemin où on l'a enregistré. Deux petites parenthèses concernant les moteurs de jeu. Selon si on est en OpenGL comme Blender ou en DirectX qui est le format de Microsoft, le vert de nos normal maps va être inversé. Donc soit dans le moteur, on va aller cocher une option pour l'inverser, mais je pense qu'on pourrait venir ici en bas, à côté du G pour Green, et faire -Y. Et aussi, il faut savoir que les moteurs de jeu vont trianguler nos objets. Nous, on avait vu une topologie avec des faces à 4 côtés, parce que c'était pratique pour les loop cuts, mais on va voir plus loin aussi que c'est pratique avec les subdivisions. Mais comme le moteur, lui, va tout transformer en triangle, si notre mapping, lui, n'est pas fait pour des triangles, on risque d'avoir des incompatibilités. Donc, pour le trianguler nous-mêmes, tout ce qu'on a à faire, on pourrait venir dans Modeling, on sélectionne toutes nos faces à 4 côtés, et on fait F3 Triangulate. Automatiquement, il va nous faire des triangles avec toutes nos formes à 4 côtés. Après, on fait notre baking et on est certain qu'on va être compatible parce que le moteur va garder les mêmes triangles qu'on a fait nous-mêmes. Une autre méthode aussi similaire au normal map, c'est le bump map. On va voir comment le faire et la principale différence, c'est que plutôt qu'avoir une map en RGB, c'est en noir et blanc, en passant par le gris. Donc, c'est plus facile d'en créer une nous-mêmes. On pourrait commencer par exporter notre UV vers un programme. On va l'appeler Bump Map. Maintenant, on peut l'ouvrir avec n'importe quel logiciel capable d'ouvrir un PNG. Ce qui est en noir va être en dessous, ce qui est en gris va être au centre et ce qui est blanc va être sur le dessus. On va l'enregistrer sous Bump Map Modif en PNG. On vient chercher notre image et on va devoir la relier au node Bump. Dans Vecteur, on relie couleur à 8 et non à normal. Donc color data. Et on peut relier normal à normal. Maintenant, on voit que ça donne un effet
Étant donné que le blanc est plus élevé que le gris, c'est comme s'il était surélevé. Une chose à laquelle il faut faire attention, c'est qu'ici, notre objet, on voit qu'il a vraiment l'air sorti. Mais si je le regarde vu d'en haut, si je le regarde à l'envers, ça donne l'effet contraire. On dirait qu'il y a une profondeur maintenant. Parce que le noir est en haut maintenant, donc ça donne un effet d'ombrage, et le blanc est en bas qui donne un effet de relief. Pour régler ça, on peut simplement cliquer sur Invert, et maintenant, on a l'effet contraire. Vous aurez compris que si je reviens dans le bon sens, ça va être l'inverse encore. Donc, on va devoir cliquer pour décocher ici. Et il ne faut pas oublier que, comme la normal map, on a toujours seulement 6 faces sur notre cube. Tout ça est créé par une illusion de lumière. En mettant du blanc sur le dessus et du noir en dessous, ça donne l'impression d'une dimension, mais en fait, c'est juste la couleur noire et la couleur blanche. Ici, pour le dégradé, vous avez remarqué, j'ai cliqué sur distance. Ce que ça fait distance, c'est que plus c'est élevé, plus ça va aller chercher du détail fin. Et plus c'est bas, plus ça va être lisse. Donc si on avait un mur en granit avec beaucoup de détails, on pourrait augmenter la distance. Mais si on veut quelque chose de plus lisse, on va le mettre plus bas. On peut aussi augmenter la force. On ne peut pas aller plus que 1 en scrollant de gauche à droite, mais on peut quand même entrer une valeur manuellement. Par exemple 10. Donc tout ce qui est noir, gris et blanc peut être utilisé pour faire notre bump map. Je pourrais même venir ici dans Texture Paint. On ne l'a pas encore utilisé, mais je vais vous donner un petit aperçu. Je vais rajouter une texture, par exemple Cloud, un genre de nuage du blanc au noir. Rafraîchir mon image. Et maintenant, je peux peindre la texture directement sur ma forme ou dans mon UV. Et on voit que ça l'ajoute. Parce que tout ce qui est blanc, gris et noir va fonctionner. Je pourrais prendre une 8 map qui sont les cartes qu'on utilisait pour le displacement et l'utiliser en bump map. C'est moins beau que le displacement, mais ça n'ajoute pas de géométrie par contre. Je reste toujours avec 6 faces seulement. Tandis que l'autre méthode rajoutait beaucoup de faces. Je pourrais même la peindre. On voit qu'il y a vraiment une différence entre l'endroit où il y a du bump map et l'endroit où il n'y en a pas. Donc faites-vous-en pas si vous n'avez pas tout suivi pour la dernière partie. On va avoir une vidéo complète sur le Texture Paint. C'est juste pour vous donner un petit aperçu de ce qu'on peut faire avec le bump map. Et petite astuce en passant, si on avait une normal map qu'on voulait ajouter à notre BSDF, on a un problème parce que dès qu'on va vouloir connecter, l'autre va s'enlever. On peut seulement connecter un des deux. Donc ce qu'on peut faire, c'est tout simplement venir connecter ici normal vers le normal du bump. Automatiquement, les deux vont être combinés vers le BSDF. Donc c'est ce qui m'a fait à cette vidéo sur les textures. On a vu quand même pas mal de choses. Je pense que je dois avoir résumé à peu près l'équivalent de 2 heures de tutoriel en 30 minutes. Donc dans les prochaines vidéos, on va aller avec des exercices sur la modélisation. On va commencer avec une tasse à café. Puis on va aller après ça avec une épée. Si vous avez aimé, merci de cliquer sur le pouce ou de laisser un commentaire. Plus il y en a, plus ça augmente les chances que les personnes trouvent la vidéo sur YouTube. Donc on se voit dans la prochaine vidéo.